إيجابية للتشجيع. Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Nous sommes déjà le 15 janvier, oui, un 15 janvier bien ensoleillé. En tout cas, le soleil ne manque pas au rendez-vous de chaque matin à Alger. Et puis, nous verrons le détail tout à l'heure avec la météo de Amel Aribi, bien sûr. Mais avant, parlons un petit peu de cette programmation de la matinale d'aujourd'hui, puisque nous aurons plusieurs événements à annoncer ce matin, entre autres justement deux salons, ou plutôt deux rencontres. Un salon consacré à la production nationale, dont l'organisateur sera parmi nous pour en parler, et puis également les 10e journées internationales du marketing touristique et également l'organisateur, je disais, de cet événement sera aussi sur le plateau ce matin avec nous. Nous n'avons pas toujours l'habitude de recevoir des avocats sur le plateau de Bonjour d'Algérie, mais aujourd'hui, nous allons déroger un petit peu à tout cela et nous allons justement parler de ce métier en particulier, un métier pas toujours connu dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous allons voir son incidence, son impact en qualité de vecteur de développement économique, et c'est à l'occasion d'un congrès organisé par l'Union internationale des avocats, dont un membre sera parmi nous ce matin pour de plus amples détails sur cet événement ô combien important pour l'ordre des avocats. Et puis ce matin, bien sûr, nous retrouverons Nejma Haresh à partir d'Oran pour un point d'actualité, et puis avec un invité justement dont la thématique justement tournera autour du tourisme et de l'artisanat. N'oublions pas que nous sommes mardi, et comme chaque mardi, Nassiba Djaïdi revient avec une empreinte de l'art algérien, rien que pour vous, mesdames et messieurs. Et puis, sans plus tarder, donnons un petit peu la parole à Amel Aribi, qui attend justement en coulisses pour nous donner le meilleur de l'actualité de ce matin après ceci. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Je le disais que le soleil est encore présent aujourd'hui. Encore une fois, oui. Ouais, pour un mois de janvier. Même si on a démarré un peu tôt, toi et moi. Donc, mais il faisait encore sombre. Ah mais, oui. On sent quand le soleil arrive. Hein. Oui, mais il fait frais quand même le matin. Hein. Bah, quelle est l'astuce? Quelle est l'astuce pour savoir si la journée risque d'être ensoleillée? Sans passer par les cartes. Hein. Sans passer par... Oh, on ne peut pas savoir. Hein. Comment ça? Il y a des éclaircies peut-être le soir. Ah non, il y a des rougeurs sur les cieux. Ah bon? Quand vous regardez à l'horizon, oui, quand vous êtes près de la mer et qu'il y a des rougeurs. C'est pas toujours fiable, hein, quand même. Bon, en général, ça marche. Ah moi, bon? je m'y suis fiée toute ma vie, pratiquement. Ah bah c'est un pur hasard peut-être. Hein. Ça a toujours donné des résultats, en tout cas. Ah bah tant mieux. Alors, donnez-nous un petit peu la météo pour le reste du territoire. Ah bah, c'est une belle journée qui s'annonce. Le continent européen aujourd'hui? Oui, bah toujours, oui. Allez-y. Alors vas-y, allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, c'est toujours une belle journée qui va s'annoncer aujourd'hui sur les régions de l'ouest et le centre du pays, avec toutefois quelques nuages bas en ce début de matinée sur les régions de l'ouest et le centre, mais le soleil va prédominer tout au long de la journée. À l'est, on aura quelques passages nuageux avec quelques pluies éparses l'après-midi, mais ces nuages vont s'évacuer progressivement, mais en soirée. À noter formation du verglas sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures et les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est du pays. Donc soyez très prudents si vous conduisez. Au sud, rien à cirer. Le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Egart Tassili, ainsi que vers le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, plutôt agréables en général, avec toutefois un minimum de 12 degrés du côté de Sétif, Batna, Al-Biyad, 13 à Djelfa, 14 Tizi Ouzou, 17 Alger et Mascara, 16 degrés à Annaba, 19 Oran et Tlemcen, également Gardaya, Hassim
Saoud Ouargla Elizi, Taman Rasset, Janet, Tindouf, Adrar, 18 Béchar, Biskra, 20 degrés à Insalah et enfin le maximum 26 degrés, Borj Bedi Mokhtar et In Gazam. Et comme d'habitude, un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Dublin, Londres, Paris, Bordeaux, Madrid, Lisbonne, également Budapest, Varsovie, Bucarest et également Athènes. Quelques flocons de neige intéresseront la ville d'Oslo. De la neige mêlée à de la pluie à Copenhague. Un beau soleil par contre à Marseille et Rome. Le mercure, quant à lui, affichera un minimum de moins 5 degrés à Helsinki, moins 3 à Oslo, 5 à Copenhague, 1 degré à Varsovie, 0 degré à Bucarest, 9 à Paris, également Bordeaux, 11 à Londres, 10 degrés à Dublin, 13 à Madrid, Lisbonne, Marseille, Rome, 7 degrés à Athènes et enfin 4 degrés à Berne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Matinée Amel. Merci. Et bien sûr, nous retrouvons tout de suite Nejma Haresh à partir d'Oran pour justement nous présenter un petit peu les facettes touristiques dans cette région oranaise avec son invité, l'invité donc de la rédaction de l'information tout de suite. Voilà, donc Nejma, je pense que vous êtes là. Bonjour Nejma, est-ce que vous êtes en ligne là ? Bonjour à tous, toujours à partir de la wilaya d'Oran où il fait aussi très froid et on ne peut pas venir ici dans la coqueluche de l'ouest algérien sans parler de tourisme. Donc le tourisme dans la wilaya d'Oran. Avec nous ce matin pour en parler, Monsieur Belabès Qaïm Ben Ammar. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran et bien sûr, on ne peut pas parler de tourisme sans parler d'investissement touristique, Monsieur Belabès Qaïm. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bien sûr, si on dit Oran, on dit le tourisme. Oui, c'est une destination touristique par excellence. Bien sûr. Oui, allez-y, donc on en est où par rapport au projet d'investissement touristique ? Oui, bien sûr, si on parle d'abord, on parle sur la wilaya d'Oran. Bien sûr, Oran, c'est une grande destination touristique par excellence. Vu, Inch'Allah, Oran va arbitrer les Jeux méditerranéens 2021. Et bien sûr, avec tout ce qui est développement en matière, ou bien en matière touristique, hôtelière, bien sûr, avec un investissement très remarquable depuis l'année 2000 jusqu'à l'année 2018. On voit qu'il y a un développement de pratiquement 98 hôtels en exploitation vers un chiffre très important. On est actuellement à 172 hôtels en exploitation qui drainent plus que 16 000 lits et 3 606 postes d'emploi directs. Si on parle sur le volet investissement touristique, c'est un développement aussi remarquable, très remarquable, vu que l'importance des investisseurs, soit privés ou bien publics, qui tiennent au coup leur investissement dans le secteur tourisme. Si on parle actuellement 176 projets touristiques en cours d'investissement, le taux d'avancement varie entre 5% jusqu'à 95%, qui va drainer plus que 27 000 lits qui va rentrer dans l'exploitation d'ici l'année 2021, avec un chiffre très important en matière de création d'emplois directs dans le secteur du tourisme et l'hôtellerie, plus de 9 000 postes d'emploi direct. Donc on peut parler de relance du secteur à partir de 2021, Monsieur Ben Ammar ? Non, si on va le marché actuellement, Oran a connu un développement, mais l'année 2021, on va développer quelques spécialités, quelques branches, surtout en matière sur la communication, sur la promotion touristique, sur la formation dans le domaine de tourisme et l'hôtellerie. Il y a une stratégie de développement à partir de l'année 2018 et bien sûr la grande stratégie, ça sera l'année 2019, Inch'Allah.
Inch'Allah. Bien sûr, Oran qui recèle d'énormes potentialités touristiques. Donc, on a le tourisme balnéaire, surtout étant une ville côtière, le tourisme de montagne, le tourisme thermal, autant de produits aussi riches que variés. Mais il y a certaines filières qui ne sont pas du tout développées, comme le tourisme thermal, Monsieur Blaibès. Pourtant, il y a la ressource naturelle, elle existe. Il y a même des demandes d'investissement. Et pourquoi ce secteur, cette filière n'est pas suffisamment développée? Justement, dans le cadre de la diversité des investissements touristiques, il y a un plan de travail sur la wilaya d'Oran, bien sûr. On est en train de recenser avec les services des ressources en eau toutes les sources thermales. En parallèle, Oran connaît déjà il y a en exploitation des centres de thalassothérapie en utilisation de l'eau de mer. Pratiquement sur la wilaya d'Oran, il y a 4 projets, dont 3 projets sont rentrés en exploitation, tels que le centre de thalassothérapie de l'Ezontalo, c'est un centre étatique, bien sûr. Et il y a des projets en parallèle, donc c'est l'utilisation de l'eau de mer. Il y a même des stations thermales, bien sûr, telles que la source thermale de Ain Frenin et la source thermale de Ain Turk Serroc. Donc c'est un développement en plein lancement, bien sûr, qu'on va développer, Inch'Allah, d'ici fin l'année 2019. Monsieur Benamar, beaucoup d'opérateurs économiques rencontrent d'énormes difficultés en matière d'investissement, notamment pour ce qui est des financements des projets. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Donc, dans l'investissement touristique, il y a un avantage très important qui stipule dans la loi de finances 2009. Il y a des avantages, bien sûr, sur la taxe des valeurs ajoutées. Donc, au lieu de payer les 19%, c'est un paiement sur les 9%. Il y a même des avantages sur le taux d'intérêt en cas d'un investisseur qui prend un crédit bancaire. Donc, il y a le Trésor public qui va payer les 2,25%. Donc, c'est très important, plus les avantages. Excusez-moi, les délais de remboursement sont très courts. Et ce qui pourrait éventuellement expliquer la hausse des prix de certains produits touristiques. Oui, tout à fait d'accord. Parce que le remboursement se fera automatiquement après les 3 années. Donc il y a une révision totale entre le ministère du Tourisme et le ministère des Finances, dans ce sens, en mois pour élargir les années de remboursement de 5 ans vers les 8 ans ou bien les 10 ans. Donc c'est un projet qui est en étude. Donc ça va être automatiquement un plus pour les investisseurs, Inch'Allah, une fois sera établi. En tout cas, ça c'est pour ce qui est de l'investissement dans les projets touristiques. Oui. Mais Oran, comme vous venez de le dire, dispose déjà d'un parc hôtelier très important. On n'a qu'à voir en ville le nombre d'hôtels qui poussent, qui ont été bâtis, qui existent un peu partout. Donc, par rapport aux produits, est-ce qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée qui suit ce secteur? Est-ce qu'il y a suffisamment de formation aux jeunes travailleurs dans ce secteur, Monsieur Benamar? Oui, bien sûr. D'abord, je voulais ajouter un plus sur la diversité des produits touristiques. Bien sûr, Oran va connaître, Inch'Allah, des projets importants, tels que la réalisation des marinas. Des marinas ou bien c'est des ports de plaisance au niveau de la wilaya d'Oran. Donc il y a un projet en cours de réalisation au niveau de la commune de Gdigel à Kilistel. Il y a un autre port ou bien une marina au niveau de la commune d'Oran, au niveau de la frange maritime, plus un autre port ou bien une marina au niveau de la commune de l'Ansar, Ain Turk. Donc c'est une répartition équitable sur le littoral d'Oran, bien sûr qui est sur une largeur de 120 km de littoral, c'est très important comme potentiel. D'autant plus, l'investissement sur les ressources humaines, c'est très important. Bien sûr, alhamdoulilah, au niveau, dans le cadre de l'application de la convention cadre qui a été signée entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Formation professionnelle, il y a une convention locale entre la direction du tourisme de l'artisanat qui a été signée
et la direction de la formation professionnelle dans le cadre de l'insertion ou bien la diversité des spécialités dans les centres de formation professionnelle. Il y a un plan de charge très très important pour la formation, plus de 700 employés qui activent actuellement sur les différents hôtels de 0 étoile jusqu'à 5 étoiles qui vont être formés dans les différentes spécialités telles que la réception, le front office, le back office, le housekeeping, la cuisine, la restauration. Donc c'est un plan de charge très important, même pour les agences de voyage, c'est très important pour leur formation en matière de vendre ou bien vendre le produit touristique ou bien les spécialités ou bien comment faire monter ou bien produire un produit touristique, même si pour les artisans dans les spécialités de marketing artisanal, c'est très important, ou bien comment vendre un produit artisanal. Donc c'est un plan de charge très important qui va démarrer, Inch'Allah, le mois de février 2019. En plus de ça, on parle sur une structure très importante qui a été réalisée au niveau de la wilaya d'Oran, c'est l'ENST, l'ECHRA, c'est l'École nationale de l'hôtellerie-restauration Algérie-Oran, qui a ouvert les portes aux étudiants, bien sûr. Tout cela pour améliorer les prestations de services. Tout à fait. Mais Monsieur Benamar, qui sont les touristes d'Oran ? Parce qu'on est en train de parler actuellement beaucoup de tourisme d'affaires. On n'a pas de vrais touristes qui viennent pour se balader, voire le nombre est très insignifiant par rapport aux hommes d'affaires plutôt. Tout à fait d'accord. Non, Oran, il y a une diversité de tourisme, sincèrement. Si on part sur la saison, ou bien l'évaluation, la saison estivale 2018, Oran a connu plus de 18 millions d'estivants. Donc ça a été une diversité entre le touriste local. Ça c'est pour ce qui est de la saison estivale. Mais au cours de l'année, est-ce que Oran reçoit des touristes? Oui, bien sûr, reçoit des touristes par rapport à l'événement, par rapport à l'événementiel. Oran a connu plusieurs événements tels que bientôt, Inch'Allah, le 21, le 22 et le 23 février, il y a le Salon international de tourisme, Siyaha, donc dans sa édition, la 10e édition. Il y a plusieurs rencontres nationales et internationales, bien sûr, dans le cadre des échanges entre les différents ministères ou bien entre les différents secteurs. D'autant plus, Oran, il y a pas mal des tours opérateurs qui activent actuellement. Mais est-ce que vous, autant que directeur du tourisme, est-ce que vous avez établi par exemple une stratégie pour fidéliser ces touristes qui viennent à titre occasionnel et pérenniser justement l'activité touristique dans la wilaya? Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Actuellement, on est en plein de développement, ou bien en plein de développement en matière de tracer les circuits touristiques, tels que le circuit touristique qui mène le vieux quartier Sidi El Ouari vers le montagne de Maljajo, Sidi Abdelkader. Et d'autant plus, Oran a connu un grand événement, tout ce qui est la béatification des moines. Donc plus de 1400, on parle touristes, 1400 touristes qui a venu sur Oran entre le 3 jours, le 7 et le 8 décembre 2018. Donc, Oran, c'est une plaque tournante en matière de tourisme. Et il y a bien sûr, il y a une stratégie de fidéliser ce qu'on appelle le conso-facteur. Donc, c'est un touriste, c'est un consommateur automatiquement. Il y a plusieurs facteurs. Nous, on travaille, bien sûr, on travaille entre les hôtels, entre les agences de voyage, entre la société civile, en mois pour tracer un plan d'action pour fidéliser nos touristes, bien sûr. Tout à fait. Vous avez parlé à l'instant de classification des hôtels. Donc, on va de 0 étoile à 5 étoiles. Sur quels critères, M. Benamar? Oui, bien sûr, il y a des normes, il y a des lois dans ce sens. Il y a le décret exécutif 2130 qui fixe les normes de classement, bien sûr, de 0 étoile jusqu'à 5 étoiles. Nous, actuellement, sur la wilaya d'Oran, il y a sur les 172 hôtels, il y a 70 hôtels qui sont classés dans les différentes catégories de 0 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Et on estime heureux, bien sûr. Il y a les actuels investisseurs, sincèrement, ils investissent sur des hôtels de qualité, sincèrement. L'investissement que j'ai parlé, ou bien 176 projets en cours, sincèrement, c'est des hôtels de 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Donc, même l'investisseur, il donne l'importance sur l'investissement
d'investissement. Et sur le parc qui existe, il y a plus de 50%, c'est des hôtels qui sont classés de 2 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Et par rapport à la politique tarifaire, est-ce que les opérateurs économiques ont la liberté de pratiquer les prix qu'ils veulent? Bien sûr, c'est l'économie de marché. Il y a une liberté des prix, bien sûr. Mais toujours est-il, il y a une stratégie de l'administration, toujours est-il dans les conventions cadres qui ont été signées. Donc, il y a une stratégie entre le ministère Tourisme. Par exemple, il y a une convention cadre entre le ministère Tourisme et le JTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. C'était l'année 2018. Vraiment, il y a un impact très positif sur les prix et la participation des hôteliers sincèrement, il y a eu un aide très important, très favorable de leur part. C'est des remises de 20% jusqu'à 40% sur l'hébergement. Donc, c'est une participation. Et si on parle économiquement, bien sûr, sur le marché de l'hôtellerie, automatiquement, une fois il y a un offre très important par rapport à la demande, automatiquement le prix sera baissé et la prestation ou bien la prestation hôtelière, ça va être augmenté ou bien développé. Inch'Allah. Monsieur Benamar, on va parler aussi réhabilitation du parc hôtelier. On a parlé d'investissement touristique dans les futurs projets, les hôtels, les projets déjà existants. Et qu'en est-il des anciennes infrastructures? Est-ce qu'il y a des projets de réhabilitation? Oui, bien sûr. Sur le renforcement, sur le parc hôtelier de la wilaya d'Oran, il y a pratiquement 38 hôtels. C'est des autres structures destinées à l'hôtellerie, c'est des anciens hôtels de la wilaya d'Oran. Il y a une opération, Inch'Allah, qui va être réalisée sur le plan de charge de la direction tourisme, premier semestre 2019. Entre-temps, c'est une convention entre la direction et l'Andi PME. Donc, c'est l'Andi PME, ils ont un fonds spécial pour la mise à niveau, bien sûr, et on va lancer l'opération, bien sûr, incessamment. C'est très important parce que c'est des hôtels, sincèrement, c'est des anciens hôtels, mais nécessitent une réhabilitation ou bien la mise à niveau. Est-ce que c'est coûteux pour vous, l'opération de réhabilitation? Non, c'est pas coûteux, pas parce qu'il y a toujours des avantages de l'État. On dit l'Andi PME, donc c'est un fonds spécial dédié par l'État pour la mise à niveau des hôtels. Ça, c'est pour ce qui est de l'infrastructure. On va s'intéresser au site d'El Berria. Quand on vient à Oran, quels sont les sites qu'on doit impérativement visiter, Monsieur Benamar? Oui, sincèrement, si on commence, on dit Oran et tout ce qui est potentiel touristique, sincèrement, il y a plusieurs types de tourisme sur la wilaya d'Oran. Si on prend la ville d'Oran, qu'est-ce qu'il faut visiter absolument? Oui, bien sûr, la ville d'Oran, il y a plusieurs circuits touristiques. Dans le cadre de la promotion touristique, nous, en tant que direction, on a établi pas mal de guides touristiques, pas mal de cartes touristiques, pas mal de circuits touristiques. Si on prend la ville d'Oran, si on commence par la gare d'Oran du Plateau, le fort de Santa Cruz, Notre-Dame de Salut, la montagne de Sidi El Marjajou, Zawiya Bouabdia à Btewa, Zawiya Belqaïdia. Donc, la ville d'Oran elle-même, il y a plusieurs types de tourisme. Le tourisme culturel, balnéaire. Donc, avec la nouvelle politique, sincèrement, de M. Louali, c'est la création des nouvelles plages artificielles au niveau de la commune d'Oran. C'est très important comme impact positif sur le développement touristique. En tout cas, c'est très agréable. Il y a eu beaucoup de nouveaux projets d'aménagement. On a vu, on s'est baladé, on s'est permis une petite balade dans le centre-ville d'Oran et c'est très agréable, surtout notamment en matière de transport. Donc, il y a une connexion entre différents points, entre différents sites et vous venez de le dire, il y a des plages artificielles, il y a l'aménagement de tout le front de mer, de la marina d'Oran, même des projets d'aménagement allant jusqu'au fort de Santa Cruz. Absolument. Pour forger davantage l'attractivité et le divertissement et le tourisme surtout dans la ville d'Oran. Ça, c'est pour ce qui est de la ville d'Oran. Maintenant, si on est appelé à visiter un peu l'arrière-pays oranais, on a quoi? Oui, bien sûr. Nous, sincèrement, il y a un aménagement touristique sur les différents daïras de la wilaya d'Oran. Si on prend l'exemple de la daïra d'Arze, c'est l'extrême est de la wilaya d'Oran.
Donc il y a un développement sur l'aménagement touristique avec la création des nouvelles zones d'expansion touristique, pratiquement sur 120 hectares, en allant de la daïra de Biljir jusqu'à la daïra de Gdil et la daïra de Btewa et la daïra d'Arzour. Donc c'est un développement qu'on voit, nous, bien sûr, avec la stratégie de M. Louali de la Wilaya d'Oran, sincèrement, un développement touristique équitable sur les différentes communes et sur les différents daïras de la Wilaya d'Oran. D'autant plus, il y a un grand développement sur la daïra de Ain Turk, c'est très important, c'est le côté ouest de la Wilaya d'Oran, ainsi que tout ce qui est tourisme durable et le tourisme bannière sur la daïra de Boutlilis, avec l'utilisation, bien sûr, ou bien la création des forêts récréatives. C'est la forêt de Meder, la forêt de Messila. Donc il y a le classement des îles Habiba, c'est très important comme produit touristique, qui va donner un plus, sincèrement, un plus touristique de la Wilaya d'Oran, ou bien la diversité des produits touristiques. Et d'autant plus, il y a plusieurs projets, sincèrement, sur tout ce qui les bateaux de balade touristique. Il y a le transport ou bien la ligne maritime urbaine qui relie la commune bien la daïra d'Oran avec la daïra de Ain Turk. Donc c'est un travail, sincèrement, de diversité, de développement. Très avancé, Inch'Allah, qu'on va réaliser d'ici l'année 2019-2020 maximum. Inch'Allah. Et qu'en est-il du rapport qualité-prix, Monsieur Benamer? Par rapport au prix, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on va revenir et la question récurrente des prix élevés des produits touristiques en Algérie? Sincèrement, le produit touristique d'Algérie est très demandé par rapport aux touristes étrangers. D'autant plus, notre stratégie, d'abord, c'est de développer tout ce qui est tourisme local. Bien sûr, il y a une expérience sur la gestion hôtelière avec les grandes boîtes internationales sur la gestion hôtelière. Ici à Oran, il y a plusieurs marques, sincèrement. Il y a minimum 4 marques ou bien 4 grandes entreprises qui gèrent ou bien qui travaillent dans la gestion hôtelière. Donc c'est une expérience qu'on va automatiquement prendre sur cette technologie industrielle de tourisme surtout. Dans le cas toujours utile, c'est l'investissement sur les ressources humaines. C'est très important parce que sur l'université, il y a un travail en commun entre la direction et l'université, ou bien pour faire des spécialités de tourisme, marketing touristique ou bien la gestion hôtelière. C'est très important pour avoir des doctorants, des licences, des masters de nos étudiants. Au moins, c'est des futurs gestionnaires ou bien c'est des futurs directeurs généraux des hôtels ou bien des agences de voyage. Est-ce que, M. Benamar, l'ouverture de certaines chaînes internationales, l'apparition de certains hôtels dans le paysage touristique, est-ce que comment est perçu par nos opérateurs économiques? Est-ce que ça va les booster? Est-ce qu'il va y avoir justement une mise à niveau, notamment en matière de formation, puisque vous insistez là-dessus? Comment est vécue cette expérience par rapport à nos opérateurs? Sincèrement, c'est un échange. Sincèrement, c'est un échange entre les opérateurs locaux. Bon, les opérateurs ou bien les investisseurs, automatiquement, c'est des investisseurs algériens, c'est des entreprises algériennes. Mais dans le cadre de la gestion, sincèrement, c'est un échange, c'est un feedback entre l'expérience, entre la technologie, entre la gestion. Sincèrement, sur Oran, il y a un grand échange entre la main-d'œuvre étrangère et la main-d'œuvre algérienne, dans le cadre de la formation, dans le cadre de travail, dans les plusieurs, sincèrement, spécialités d'hôtellerie ou bien de tourisme. Très bien. Et est-ce qu'on commence à avoir l'impact de toutes ces formations sur le terrain? Est-ce qu'il y a amélioration des produits, des prestations de services notamment? Oui, bien sûr, sincèrement, nos jeunes... Est-ce que vous avez fait des études par rapport au taux de satisfaction de touristes qui viennent résider dans des hôtels, qui viennent en visite dans la wilaya d'Oran? Oui, bien sûr, il y a une analyse, il y a une évaluation, ce qu'on appelle, c'est le plan qualité tourisme Algérie. Donc, il y a une évaluation d'abord sur les grands hôtels,
de 5, 4, 3 étoiles. Sincèrement, il y a un standard. Il y a un standard remarquable de qualité, sincèrement, sur la prestation et sur le comportement de l'employeur. C'est très important. L'employé et l'employeur, sincèrement. Donc, il y a un impact positif. Il y a un impact positif. Si nous venons à comparer Oran en matière de tourisme par rapport aux années précédentes, quel bilan établissez-vous aujourd'hui? Bien sûr, si on parle Oran les années 2000, Oran les années 2018, il y a un grand développement, sincèrement, surtout en matière d'investissement. Par exemple, l'année 2015, sur Oran, sur l'investissement, on avait 101 projets. Actuellement, on est à 176 hôtels. Donc, en matière de lits, l'année 2015, on était à 13 000. Actuellement, on est à 29 000 lits. Donc, c'est un nombre très important. C'est un développement remarquable. Donc, Inch'Allah, on souhaitera toujours être la meilleure ville, Inch'Allah. La plus prospère, Inch'Allah. Et donc, Oran, c'est le tourisme balnéaire. Mais au courant de l'année, qu'est-ce que vous offrez en dehors du tourisme balnéaire? Il y a quoi d'autre? Oui, bien sûr. En dehors du tourisme balnéaire, il y a le tourisme durable, avec la création minimum de 17 forêts récréatives. Il y a le tourisme culturel, bien sûr, avec les grandes mosquées. Il y a la mosquée Abdelhamid Ben Badis, la grande mosquée de l'Emir Abdelkader. Donc, c'est des mosquées qu'on a intégrées automatiquement dans le circuit touristique. Il y a plusieurs types de tourisme, sincèrement. Donc, qu'on est en train de développer sur la création ou bien la diversité sur les produits touristiques à commercialiser avec l'ensemble des agences de voyage. En tout cas, la destination Oran reste quand même une destination à encourager. Je rappelle que vous êtes le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran, Monsieur Benamar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Radia, tout de suite, je vous rends l'antenne. C'est à vous. Merci beaucoup et merci également à votre invité. Najma, passez un excellent séjour à El Beria. J'espère que vous appréciez et qu'on vous a réservé quand même une petite visite culturelle vous-même pour de plus amples détails sur ces facettes que vous venez de déployer. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes mardi et comme chaque mardi, elle est là. Et elle nous amène toujours des nouveautés par rapport à l'art, par rapport aux arts visuels de manière générale. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Ben, nous aussi. Nous aussi, d'autant plus que vous nous promenez d'un univers à l'autre tous les mardis et c'est toujours agréable. Et aujourd'hui, on aura droit à quoi? Alors cette fois-ci, quelle discipline artistique en particulier? La peinture. La peinture, voilà. oui. La semaine dernière, c'est la photographie qui était Absolument. à l'honneur. C'est pour ça que je demande. Avec Zenidi qui était notre invité, le photographe qui exposait à Medina Mood. Cette semaine, alors, direction Ezouart Galerie, où exposent en duo deux artistes peintres. Oui. Samia Bedessi, malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous ce matin. Mais elle avait des ambassadrice qui prend le relais, n'est-ce pas? Et qui aurait été accompagnée de Neriman Sedet, voilà, qui est parmi nous. Bienvenue. Par contre, bonjour. Merci. Merci d'être des nôtres. Neriman Sedet Cherfaoui, bonjour. Merci encore une fois pour cette invitation. C'est toujours un honneur d'être parmi vous sur Canal Algérie. Et voilà, je suis toujours au rendez-vous et je suis très contente. Très heureuse. Très heureuse et contente, oui. Merci. On a eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années. Il y a quelques années. Et vous aviez exposé à l'époque. Pour la première fois, c'était ma première exposition individuelle. C'était au niveau de la galerie Esma à Riyad El Feth. Et c'est ça qui m'a donné encore. Ça remonte à loin. Finalement, 2009. Bon, cette technique-là. 2009-2010 à peu près. Oui, c'était ma première exposition, mais j'ai toujours été attirée par là. Et j'ai toujours voulu faire une technique spéciale à moi. Et je crois que je commence à réussir. Et c'est ça mon objectif. Avoir un cachet personnel pour un artiste, c'est quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, démarrer à la galerie Esma, c'est quand même assez spécial. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même l'une des plus anciennes galeries. Exactement, si ce n'est la première. Oui. Oui. Privée, exposition, galerie privée. Oui.
C'est une galerie qui a ouvert ses portes au Centre des Arts de Riyad El Fat. Exactement. Ça fait très longtemps et une galerie qui j'avais la chance Et aussi. qui a toujours eu de la des- peinture voilà, algérienne. Hein. des fidèles de la Tout à fait, galerie. il y avait les donc. permanents, il y avait des artistes de passage qui Exactement. exposaient. Et franchement, on a eu droit à de très très belles expositions. Il y a eu Majid Khourichi, Effectivement. Salah Malek et d'autres noms, grands noms de la peinture Exactement. algérienne. Exactement. La liste est très longue. Mais on ne va pas Mais éclipser voilà, notre bien artiste sûr. aujourd'hui. On va Absolument, on va surtout mettre les projecteurs sur Narimane Elle avait aujourd'hui. ouvert la parenthèse Voilà. et vous nous avez tendu la perche pour parler de cette galerie. Ben oui, c'est important pour l'artiste, sa première Sa exposition. première exposition, oui, vous sa gardez première. de bons souvenirs. J'en garde de très bons souvenirs. Oui, j'avais ma famille, mes parents, mes amis, et j'avais fait un vernissage grandiose pour nous garder un souvenir, c'est-à-dire qui reste jusqu'à présent. Et c'est ça, c'était Et ça. monsieur et madame Ourif qui Monsieur et dirigeaient madame la galerie, Orif, et j'avais la vous ont chance aussi encouragé. d'être sponsorisée par Landa, et je remercie beaucoup D'accord. au passage. Alors, depuis 2009, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. Oui, oui. Nalimane Sadet Cherfawi, vous avez eu à exposer à titre collectif, individuel Oui, aussi, oui, tout à fait. dans de nombreuses galeries, dans Exactement. des hôtels aussi. Voilà, oui, oui, les hôtels connus d'Alger, j'avais fait des expositions dans des hôtels c'est-à-dire c'était beaucoup encourageant aussi d'être là-bas, et c'est à tout un Aller moment à la là. rencontre d'un autre public, D'un autre public. autre que celui qu'on rencontre Voilà, dans les galeries. d'art. Voilà, exactement. Et il y a eu d'autres galeries aussi. Vous avez aussi participé au salon du petit format. Il n'y a pas longtemps, oui. Régulièrement, Madame Guilimi. Guilimi, Exactement, oui. la directrice de la galerie. Oui, oui, oui. Elle a fait appel à moi, et c'était un honneur pour moi parce que j'ai participé quand même avec des artistes connus, et c'était, c'est-à-dire, c'était quelque chose qui m'a apporté beaucoup par rapport à mon travail aussi. En tout cas, là, vous Artistique. exposez actuellement en duo et j'aimerais avoir votre ressentiment par rapport à cela et pourquoi le choix du duo avec cet artiste. Mais avant, on va peut-être placer, si vous le permettez, Nassiba, le reportage. Oui. On va un peu visiter l'exposition la plus récente de notre artiste. Donc, c'était Azwart, c'est bien? Azwart Galerie, qui se trouve au centre commercial de Bebzoa, une exposition intitulée Spiritualité est signée par deux artistes, Samia Boumakdassi et Narimane Sadet Cherfawi. Tout de suite, immersion au cœur de la spiritualité, mesdames, messieurs.
Et la chute s'est faite justement, Nassiba, par cette affiche donc annonçant l'événement à Eswart Gallery, donc spiritualité. L'exposition a démarré en fait le 12, la journée de Yunaïa. Vous avez bien marqué cette journée par une exposition en duo, Naliman. On aurait aimé marquer encore plus l'événement, mais c'est toujours un plaisir de participer à une exposition et démarrer avec un événement aussi important. Absolument, et ce qui est bien, c'est le titre qu'on avait choisi pour l'exposition spiritualité. Ça résume un petit peu, c'est-à-dire le contexte. Et sur mes tableaux, j'utilise aussi des symboles tifinaires, donc je suis dans le thème et ça... Oui, vous avez toujours utilisé... Enfin, des symboles, oui. Vous avez travaillé surtout sur les gravures rupestres. Oui. Et là, vous avez introduit... Exactement. Le tifinaire voilà. dans vos œuvres d'art. Vous utilisez aussi des éléments. On a vu le reportage. Oui, oui. On peut voir les tableaux. On va les voir dans un petit moment. Revoir vos œuvres d'art, Naliman Sadet Cherfaoui. Vous utilisez, vous faites dans la récupération. Exactement. Vous utilisez beaucoup d'éléments naturels. Naturels, oui. J'utilise beaucoup des éléments naturels. Je suis toujours portée sur la nature, sur l'environnement. C'est pour les protéger, c'est l'environnement et la nature. Et pour encourager aussi la nouvelle génération à s'intéresser à cela. Et la récupération, c'est quelque chose de très noble. La nature aussi, c'est quelque chose de très noble. Rester c'est-à-dire ce milieu-là, apaise beaucoup pour la personne. Et pourquoi pas utiliser c'est tout à mon honneur. Et j'ai toujours été attirée par les couleurs vives et de la nature. Et si vous avez remarqué, j'ai utilisé sur un tableau une alvéole, 3 alvéoles c'est-à-dire qui expriment un petit peu tout ça, cette chose-là, c'est-à-dire la nature, le miel, l'abeille, et en forme d'hexagone. L'hexagone qui a 6 côtés, qui exprime un petit peu la palette que j'utilise sur mes tableaux, le vert, le rouge, le bleu. Je ne sais pas si on est en train de Oui, voir. ça défile. Moi, je n'ai pas les plasmas en face de moi, donc je ne sais pas si ça défile. L'alvéole, c'est un tableau que j'ai réalisé pour cette exposition, spécialement pour cette exposition. J'ai réalisé 5 tableaux. Et voilà. Et en tout, j'ai 14... Vous avez exposé au moins 14 ou 15 tableaux. 14 œuvres. Je suis avec différents formats aussi. Différents formats, oui. C'est ça. C'est-à-dire, c'est toujours été, c'est-à-dire porté sur une exposition un peu, c'est-à-dire riche et variée, pour ne pas avoir la monotonie de voir toujours la même chose. Et dans mes couleurs, dans ma façon de travailler, dans mes formats, et voilà. Donc, les galets sont présents. Sont toujours présents sur mes tableaux. D'ailleurs, vous avez démarré à l'époque. Voilà, avec les galets. Voilà. Quand vous avez commencé à peindre, les galets étaient toujours présents. Oui, c'est mon matériel. Là, on voit les alvéoles dont vous parliez tout à l'heure. On les voit, les alvéoles, on les voit. Voilà. Et je suis aussi heureuse d'être présente dans cette exposition avec mon ami Samia Boumerdassi. On a toujours souhaité faire une exposition ensemble, et c'est la 2e. Et comme par hasard, à chaque fois qu'elle expose, et c'était comme ça, c'est venu spontanément et d'une manière très naturelle, à chaque fois qu'elle expose, je me retrouve avec elle, c'est-à-dire soit avant moi, elle se retrouve soit avant moi ou après moi. Dans le même espace. Dans le même espace. Et ça se reproduit plusieurs fois, 3 à 4 fois, si ce n'est pas plus. Et vous êtes toutes les deux artistes autodidactes. Samia Boumerdassi est médecin de profession. De profession. Et elle est passionnée par la peinture. Par la peinture. Et moi, l'écriture aussi. L'écriture aussi, elle fait de la calligraphie. L'écriture aussi. Et vous travaillez dans une compagnie d'assurance. Voilà, vous faites cadre dans une compagnie d'assurance. Exactement. Et ça, c'est pas ça. Et vous avez le temps, vous trouvez le temps de travailler. Vous avez un petit espace à la maison? Oui, j'ai un petit espace à la maison. Et c'est toujours dit, quand on aime la chose, même si on n'a pas d'espace, on peut faire. Vous avez un petit espace pour travailler? Pardon? Vous avez un petit espace? Oui, j'ai un espace que mon époux m'a aménagé et m'encourage beaucoup d'ailleurs. Il vous encourage? Oui, il m'encourage beaucoup et il me donne toujours des idées. Il m'oriente, il me donne un coup de main, comme c'était dans le temps mes parents, donc c'est lui qui prend la relève. Il a pris la relève. Il a pris la relève, voilà. Vos parents vous ont encouragé? Eh bien oui, bien sûr. C'est surtout ma mère, et c'est toujours là à me dire oui, tu rajoutes ceci, tu rajoutes cela, et voilà, c'est ce qui encourage l'artiste. Et maintenant, votre mari a pris la relève. Exactement. Donc il est là, il vous accompagne, il vous aide aussi à transporter vos tableaux, l'accrochage. Exactement, ça c'est très beau et pour l'artiste, et c'est très encourageant aussi. D'accord. Et en tout cas, ce que j'ai remarqué, il y a une évolution dans votre travail
Nariman? Eh ben oui. Vous avez évolué au fil des années. Eh ben oui, on peut pas rester. Vous essayez toujours- d'aller de l'avant et au-delà, comme je l'ai dit dans le reportage, d'essayer de pousser aussi loin que possible votre expression. Ma technique, voilà. Et c'est toujours une question qui me revenait à chaque fois. Quand est-ce que vous allez passer à autre chose? C'est-à-dire, dans le temps, je travaillais beaucoup avec les couleurs chaudes du désert et j'ai toujours été inspirée par le Sahara, les couleurs. Et c'était un rêve. C'était un rêve qui est devenu réalité. D'ailleurs, j'ai visité le Janet il y a pas longtemps. Il y a longtemps, il y a une petite histoire à nous raconter. Petite histoire, hein, oui, vous allez nous la voilà, raconter, une peut-être très belle histoire que j'ai vécue Qui est à en Janet. relation avec une de vos œuvres. Voilà, exactement. Accrochées. 3 œuvres d'ailleurs. 3 œuvres. C'est les serpents formats carrés. En intitulé- blanc, il y a une dominante de blanc dans vos tableaux. Dominante Il de y a, blanc il y a un tableau en forme de cercle. Voilà. Je suis en train de décrire pour essayer d'aider Mina Askrif Elle à va le retrouver raconter. le tableau. Elle va nous raconter rapidement Alors, l'anecdote parce que racontez-nous. nous arrivons Voilà, à la parce fin. que c'est en relation avec les tableaux Les qu'elle a tableaux. exposés, Nariman. Voilà. Allez-y. Donc, c'est des tableaux que j'ai réalisés, c'est-à-dire, je peux dire ça, c'est un tableau, un cadeau que je voulais offrir à une des touristes qui était parmi nous, qui vit à l'étranger. Elle s'appelle Chantal d'ailleurs. Je ne sais pas si on est en elle train de à voir le l'écoute. tableau. Il y a une dominante de blanc. Hein. De blanc et Oui. je l'ai intitulé Serpent. J'ai intitulé 3 tableaux, Serpent 1, Serpent 2 et Serpent 3. 3. D'accord. Et en fait, je voulais raconter une histoire sur ces 3 tableaux-là. Et c'était une promesse de ma part pour cette amie, et qui est devenue par la suite amie, bien sûr. C'était touriste avec nous. On a fait le même, c'est-à-dire le même parcours, et on a passé une semaine agréable. D'ailleurs, elle commençait à nous raconter une histoire qu'elle a vécue, et ça l'a marquée, et ça m'a marqué par la suite, et moi-même. Et je voulais lui faire un genre de cadeau, et en même temps lui rendre le serpent, c'est-à-dire un élément pas trop, c'est-à-dire un élément, c'est-à-dire le voir d'une autre manière que elle a l'habitude de le voir. Son père lui faisait peur avec ce serpent-là, Ouh là là. avec cet animal Terrible. dangereux qu'elle le voyait toujours dangereux. Et je lui ai dit, Chantal, tiens, je te promets quelque chose. Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, on verra par la suite ce que je te réserve. On était en train de faire des randonnées comme ça. Elle était par hasard à côté de moi. Je lui ai dit, tiens, Chantal, on va faire quelque chose. Elle m'a dit quoi? Suis-moi, on va faire un ramassage des branches qui ressemblaient un petit peu à la forme du serpent. Elle m'a dit oui. Là, elle était quand même émue et très contente du fait de penser à elle, de penser à sa phobie. On était en train de ramasser ensemble ces branches-là. Elle, de son côté, elle avait ses branches. Moi, de mon côté, j'avais mes branches, c'est-à-dire une dizaine ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, bon, Chantal, tu vas en faire quelque chose. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu vas en faire des objets décoratifs avec, et tu me promets de rajouter des couleurs qui ne ressemblent pas aux couleurs qui se rapprochent au serpent, des couleurs vives, de vert, Donc de ça rouge. s'est traduit par une œuvre Et d'art. voilà. Alors je lui ai dit, voilà, moi de mon côté, je vais en faire des œuvres, et je te promets de t'envoyer les photos. Et c'est l'occasion. Je lui ai envoyé un mail hier, pas loin qu'hier. Je lui ai Elle dit, était voilà, heureuse, j'ai... Les œuvres sont exposées. Ah le voilà, fruit tel de endroit, notre je t'enverrai. collaboration. Oui, si tu est veux là. vraiment Oui. voir ce cadeau-là, je t'envoie les photos, vous et avez j'attends la dédié suite. ces œuvres-là À Chantal, voilà. Bon, on espère que Chantal est à l'écoute, en tout cas ce matin. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment. Vraiment, on l'a passé avec plaisir avec vous. Merci, le plaisir et est Nassiba partagé. également. Merci à Nassiba aussi. Merci à vous d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un Nariman plaisir, Sadek c'est Cherfaoui. toujours un plaisir. On rappelle que cette exposition se déroule actuellement à Zwart Gallery, qui se trouve au centre commercial de Bebzoar, et l'exposition va se poursuivre jusqu'à Jusqu'à la quelle fin heure? du mois, le 31. Jusqu'à la fin du mois. le Donc 31 ne boudez janvier. pas votre plaisir et allez faire un tour à Azwar Gallery pour découvrir les œuvres de Samia Boumerdassi et Et Nariman Nariman Sadat ici Cherfaoui. présente. Merci. Merci, infiniment, merci. ça fut un plaisir. Le plaisir est partagé. En tout Merci cas, c'est beaucoup. toujours, vous parliez de nature à l'instant, et c'est toujours un plaisir de découvrir les paysages algériens, où qu'ils soient, que ce soit le sud ou que ce soit le nord. Cette fois-ci, notre reporter globetrotter, Fariel Hamdi, va nous emmener ailleurs. Je pensais que c'était Rahim Abdelaziz. Non, c'est Fariel en fait, ouais, qui est adore parti- les montagnes. Tout à fait. Qui adore les paysages montagneux, qui nous emmène à Yakouren, où elle a rencontré des randonneurs, mais aussi des cyclistes venus de différentes régions, entre autres Alger, oui, je dirais. Voyons un petit peu cette belle balade à Yakouren, signée Fariel Hamdi.
Les montagnes et forêts de Kabylie représentent l'autre site touristique, visé par des milliers de personnes pendant les vacances. La forêt de Yakouren, une région qui ne cesse de subjuguer les regards. Des sites magiques, des tableaux fabuleux se présentent aux visiteurs qui ne peuvent rester indifférents. Eh ben, c'est la fin des vacances. On ونتمنى ان شاء الله les enfants هكذا يكملوا la fin تاع les vacances تاعهم avec une grande ambiance مع لا ناتير ان شاء الله وانزقنا شويه بالشتاء وان شاء الله يكملوها باش يدخلوا دخول المدرسه ان شاء الله جديد avec بقوه. جينا من الجزائر باش نعقبوا وقتنا لهنا ناخذ بلاصه شابه. جيت من الجي لهنايا باش نعقب شويه وقت مع الدراري والحمد لله عجبهم الحال. بعد كي لقاو الشواده والعواد هم قالوا لي ماما معليش السمانه الجايه ولا نولوا، قلت لهم ان شاء الله ولا شميسه نعاودوا نولوا ان شاء الله. حنا جينا من الجايه جينا بلاصه سمعنا بها طنبورت سمعنا بها قلت له الله اوكازيون كنا البارح خدامين قلت له اليوم عندنا الجورني جينا السبيسيال. Sur notre chemin, nous avons rencontré ces jeunes cyclistes du club OFC, Ouled Fahid Cyclisme, qui ont passé quelques jours à Yakouren pour des séances d'entraînement. On fait des recrutements toute l'année, filles et garçons, et clubs spécialisés en petites catégories, c'est-à-dire de 7 ans à 15 ans. Les randonnées, c'est les week-ends, où dans les vacances, on profite pour faire des sorties, soit des stages, soit des vacances simplement. Vous encouragez votre enfant à faire le pratiquer justement Absolument. le sport. Parce que j'ai toujours vécu dans une famille de cyclisme. Hamza m'a dit, il y a mon frère qui faisait auparavant le cyclisme, il y a mes cousins. C'est une famille de cyclisme. On est très connus pour le cyclisme. C'est vraiment un sport de loisir, de technique, c'est impeccable. C'est dur, c'est épuisant. Pourtant, le cyclisme plaît beaucoup aux enfants, dès l'âge de 7 ans pour les poussins et même les adolescents. جينا vacances ورانا دوكا اونطين طالعين 7 عيون. هل عندك اللي راك كاس الكلوب تاع السيكليزم هذا؟ 3 سنين. طوات. واش تعلم؟ كيف سون لي تكنيك تاع السيكليزم؟ تكنيك تاع الريح تكنيك سبرينت تاع كورس. البلاصه هذه بزاف شابه ولا عجبتني بزاف. لي كورس لي لوندوني خطرات نروح وشرشل كيما رحنا شرشل السلاج تاعنا درناه ودوكا رانا في يكورن شابه الله يبارك وكل عطله نروح. Une randonnée ensemble sur un circuit de 7 km. Un moment fort pour ces enfants. Ces amoureux du vélo n'ont pas hésité à braver le temps pluvieux pour participer à cette belle randonnée. Le sport est l'école de la vie. Les acquis physiques et moraux de la course cycliste nourrissent l'existence. Et je vous parie, mesdames, messieurs, que Faria El-Hamdi, un jour, on la retrouvera sur un de ces vélos que nous venons de voir défiler à Yakouren. Elle s'est tellement enquis des détails, justement, de cette discipline sportive que mon petit doigt me dit qu'elle finira par la pratiquer un jour. Donc, vous l'avez vu, l'hiver s'est bien installé chez nous et en temps hivernal, un danger plane toujours sur les foyers. Il s'agit de, justement, du monoxyde de carbone qui, lui, hélas, emporte beaucoup de vies en cette saison hivernale. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Fatma Zahra Merzougui, chargée de communication pour l'entreprise Sonelgaz. Bienvenue. Merci madame. Voilà, donc c'est vrai que c'est l'entreprise justement mère, je dirais, en Algérie qui gère un petit peu la distribution du gaz et qui gère aussi les dangers qui planent autour du gaz et la sécurité au sein des foyers, au sein des institutions et partout ailleurs. Oui, donc je vous remercie d'abord nous avoir accueillis sur ce plateau.
Pour précision, donc, je représente la société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz qui relève justement du groupe Sonelgaz. Nous sommes une société certainement à caractère commercial, mais nous avons aussi une mission de service public. Et notamment quand il s'agit de sécurité, nous mettons tous les moyens qu'il faut justement pour sensibiliser les clients par rapport aux dangers qui sont liés à la mauvaise utilisation du gaz. Donc, et vous organisez justement à cet effet des campagnes récurrentes. Vraiment, ça se répète chaque année. Et malheureusement, c'est-à-dire que ça continue d'être un danger majeur. Absolument, madame. Donc, durant l'exercice 2018, nous avons enregistré un total de 79 accidents liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel qui ont quand même causé le décès de 59 personnes durant 2018 et depuis le début de l'année, donc nous avons dénombré quand même 14 accidents depuis le début du mois de janvier qui ont quand même occasionné le décès de 15 personnes avec 39 blessés. Donc c'est juste... Nous sommes juste au 15 janvier. Nous sommes juste au 15 janvier et c'est pour ça que nous avons lancé la campagne de sensibilisation le mois de novembre passé, mais là avec cette recrudescence, on va dire, des accidents liés à la mauvaise utilisation du gaz, nous sonnons la sonnette, donc nous tirons la sonnette d'alarme. Un rappel s'imposer. Ah oui, absolument, oui. Parce qu'il faut mettre fin à cette hémorragie qui est due essentiellement à un manque de vigilance, on va dire, et à de la négligence de la part des clients. On va revenir tout de suite sur les causes vraiment de ces accidents qui surviennent régulièrement. Mais avant, on va planter un petit peu le décor avec ce nouveau spot que vous avez mis au point et à l'effet justement de sensibiliser les citoyens. Et on revient tout de suite, mesdames, messieurs. إذا يا أطفال، درس اليوم يتعلق بالتحسيس حول مخاطر الاستعمال السيء للغاز الطبيعي. وكلنا يا أطفال ننعم بالغاز الطبيعي وبهذه الطاقة الحيوية، ولكن من أجل أن لا تتحول من نعمة إلى نقمة لابد من اتباع بعض التدابير من أجل أن لا نختنق بغاز أحاد أكسيد الكربون أو ما يطلق عليه بالغاز القاتل الصامت. من يقول لي ما هي التدابير يا أطفال؟ أولاً مراقبة وتفقد الشبكة الداخلية للمنزل. أحسنتي، يلا يا أطفال. ثانياً الحصول على شهادة مطابقة من طرف المختص. أحسنت. ثالثاً صيانة الأجهزة التي تشتغل بالغاز ومراقبة سلامتها. أحسنتي. رابعاً تهوئة الغرف والأماكن التي توجد بها أجهزة تشتغل بالغاز. أحسنت. خامساً مراقبة لون الشعلة، إذا كان أزرق فإن الاحتراق جيد، وإذا كان أصفر أو برتقالي فإن الاحتراق سيء. أحسنتي. أما إذا أحسسنا بوجود خلل أو عطب لابد من القيام بإجراءات معينة. ما هي هذه الإجراءات يا أطفال؟ يلا. أولاً الاحتياطات التي يجب اتباعها عندما يكون خلل أو عطب في الأجهزة التي تشتغل بالغاز هي: أولاً إخبار الوالي. أحسنتي. ثانياً لا نحدث أي شرارة كهربائية. أحسنت. يلا يا أطفال. ثالثاً الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 14. أحسنتي. رابعاً أو الاتصال بشركة توزيع الكهرباء والغاز. أحسنتي. إذا يا أطفال، وباتباع كل هذه الخطوات نستطيع سوياً تحقيق شعار ensemble pour un hiver donc comment dire chaleureux, j'arrive pas à sécurité. C'est pas grave. En toute sécurité. En toute sécurité, c'était le slogan de fin de ce spot adressé à la jeune génération essentiellement. Donc par rapport donc la campagne de sensibilisation, elle va directement aux écoles. Durant l'exercice précédent, nous avons quand même visité plus de 1800 établissements scolaires.
c'est pour toucher cette jeune génération qui peut attirer l'attention des adultes. Donc ils font très attention aux petits détails. On essaye un peu de les sensibiliser par rapport à ça. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont la cible. Donc nous essayons aussi de toucher le plus grand nombre possible de la population à travers les opérations de porte-à-porte que nous organisons, notamment dans les régions qui sont récemment raccordées au gaz naturel, et aussi à travers les centres d'alphabétisation et les mosquées pour les femmes au foyer, notamment parce que c'est elles qui gèrent finalement le foyer. En fait, ce sont des adultes qui manipulent le gaz. Absolument. La femme au foyer, les professionnels qui utilisent aussi des bonbonnes de gaz, et puis aussi certains quartiers qui ne sont pas pourvus de gaz naturel et qui ont pour justement palliatif le gaz butane qui est en bonbonne. Voilà, absolument, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le gaz naturel qui est à l'origine de ces accidents. Il y a aussi tous les autres, on va dire, combustibles, gaz combustibles qu'on utilise pour se chauffer durant l'hiver. Mais si on devait justement situer les deux par rapport à tous ces incidents ou accidents qui sont déjà survenus, on placerait justement dans quel ordre les deux gaz? Les statistiques ne sont pas claires par rapport à ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a fait quand même un grand effort pour améliorer la pénétration du gaz au foyer algérien. Donc durant l'exercice précédent, toujours, je me réfère à ça, on a quand même raccordé près de 320 000 nouveaux clients au gaz naturel, ce qui amène le taux de pénétration à 60%. Aujourd'hui. Mais je vous l'ai dit, donc, ce n'est pas lié au gaz, c'est lié au gaz brûlé. Donc tous les dangers qui sont, donc la mauvaise utilisation du gaz naturel ou bien tout autre combustible, elle se situe au niveau des gaz brûlés. Donc des appareils de chauffage, entre autres? Les appareils de chauffage qui sont défectueux, le manque d'aération, surtout, avant tout et surtout, et la mauvaise étanchéité de l'installation intérieure. Donc ça, c'est les trois facteurs, on va dire, qui sont à l'origine de ces accidents que l'on enregistre quasiment quotidiennement. Le monoxyde de carbone par rapport à l'air, il est plus dense, moins dense? En tout cas, il se retrouve dans la couche inférieure. Écoutez, donc le monoxyde, c'est un gaz inodore, incolore, qui est très toxique. Donc il est le résultat d'une mauvaise combustion de l'oxygène, donc une mauvaise combustion qui nécessite justement pour avoir une bonne combustion, on a besoin d'oxygène dans l'air. Une concentration de 0,1% de CO dans l'air vous mène à un décès au bout de 3 heures. Une présence de 1% dans l'air, c'est la mort dans les 15 minutes. Faut-il avoir recours quand on utilise le gaz butane chez soi et tout ça, faut-il avoir recours à des détecteurs? Faut-il placer un détecteur ou faut-il privilégier le recours à l'aération d'abord? Voilà, donc vous le dites si bien, il faut avoir recours à l'aération parce que c'est ça qui est sûr. Le détecteur de monoxyde de carbone, moi je ne pourrais pas juger de leur fiabilité ou bien de leur qualité. Je ne pense pas qu'il y ait une partie qui pourrait se prononcer par rapport à ça. Autant il y a de matériel et d'appareils, on va dire, contrefaits qui sont sur le marché. Le salut du citoyen, de l'utilisateur du gaz, notamment en cette période, c'est l'aération. Donc il faut aérer, il ne faut pas boucher il ne faut pas, on va dire, boucher donc les sorties d'air et les entrées d'air. Donc il faut laisser, parce que vous savez, la règle c'est d'aérer au moins 10 minutes à un quart d'heure par jour, même quand il fait froid. Voilà, donc il faut aérer le logement, il faut s'assurer de la bonne étanchéité de l'installation intérieure et faire vérifier l'installation intérieure et ramoner les cheminées une fois par an. D'accord. Voilà, ça c'est les dispositions à prendre chaque année pour s'assurer d'une utilisation, on va dire, idoine du gaz et s'assurer d'un hiver en sécurité. Mais là, il faut le dire, que ce genre d'accidents, on ne les enregistre pas seulement en hiver. Donc même en été, nous avons enregistré des accidents pareils
Donc les gens généralement ont tendance à boucher donc, les bouches d'aération pour la climatisation, pour rafraîchir. Il y a un accident. Si les accidents, on n'est pas à l'abri d'un accident dans la mesure où on utilise des chauffe-bains pour chauffer l'eau. Absolument. Prendre, donc un accident qui a été enregistré l'année passée à Alger d'ailleurs. C'est une famille qui a oublié le robinet d'eau chaude qui était ouvert et il n'y avait pas d'eau. Donc dès qu'il y avait de l'eau, le chauffe-eau s'est allumé systématiquement. Il y avait le climatiseur donc, qui assurait cette circulation du monoxyde. Les bouches d'aération étaient bouchées. Tout était obstrué, donc tout était obstrué, l'accident est survenu et au bout il y en avait 5 décès durant une nuit. Les nuits sont longues, il faut faire attention. Oui, les nuits sont longues. En revanche, notre séquence n'est pas si longue que ça. Donc, on arrive au terme de cette séquence. Merci de nous avoir permis de revenir sur ces dangers qui planent autour des citoyens. Donc, le dernier mot vous revient, Fatma Zahra. Mon dernier mot, donc, pour tous les citoyens. L'aération, c'est le salut. Donc, il ne faut pas obstruer les bouches d'aération. Ça, c'est d'un. De deux, si jamais ils soupçonnent une fuite de gaz, une présence de monoxyde, ils n'ont qu'à appeler le 3303. Donc, c'est un numéro qui est disponible H24. Vert, le 3303. Absolument. Et il y aura toujours quelqu'un pour conseiller ou intervenir. Oui. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes Merzougi, Fatma Zahra, chargée de la communication pour l'unité Société de distribution de l'électricité et du gaz. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie, j'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres campagnes, pourquoi pas. Merci madame, merci. Voilà. Vous qui êtes avec nous ce matin, nous allons mettre le cap tout de suite sur Khanchla pour découvrir justement une structure d'emploi de jeunes. C'est un reportage qui a été réalisé par notre collègue de l'information, Majid Belkassi. Et c'est tout un programme d'appui à l'emploi jeune qui a été développé depuis déjà septembre 2014 et qui s'est étalé sur plus de 3 années pour prendre fin en décembre dernier avec un cofinancement algéro-européen. Un programme fait pour soutenir les réformes du gouvernement dans ses politiques nationales d'appui et de soutien aux jeunes. Pour mettre en exergue les efforts louables des pouvoirs publics à travers les différents dispositifs, le dispositif de l'ADS, le dispositif de l'ANSEJ, le dispositif parrainé et guidé par les services de l'agriculture à travers les programmes de public de soutien. Et on a remarqué que ces dispositifs, d'ailleurs, ils contribuent d'une manière directe dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ça va nous permettre aussi au moins de communiquer avec les bénéficiaires, de leur présenter un bilan de réalisation du programme. Comme vous savez, le programme est comme objectif, il est en appui aux efforts engagés par le pouvoir public. L'insertion professionnelle et sociale des jeunes, c'est là la préoccupation principale des pouvoirs publics. Et c'est à Khanchla que le programme d'appui jeunesse emploi, le PAJ, a élu domicile pour faire le point en allant à la rencontre de jeunes qui ont été coachés dans ce cadre. Et nous sommes un groupe de jeunes, on est nombreux. Oui, on est presque tous des ingénieurs. De spécialités différentes, il y a en économie, il y a en droit, il y a en marketing, et notamment en informatique, des docteurs en informatique. C'est un projet associatif. Le projet Warsha est un exemple d'atelier ambulant financé par l'Organisation internationale du travail. Nous avons commencé par former des jeunes dans 5 spécialités: la plomberie, la tôlerie, l'informatique, les équipements de réception et l'électricité bâtiment. Et pour les jeunes filles, une formation pour les secours domestiques. Notre projet de production de confiture de coin a pour objectif de montrer les capacités de la femme rurale Khanchli. Un projet soutenu par l'Organisation internationale du travail à travers le PAJ. Nous voulons aussi, à travers ce projet, faire sortir la femme rurale de son isolement et faire valoir son potentiel managérial et sa capacité à produire. Ce sont quelques centaines de personnes qui sont touchées par nos actions de formation, de montée en compétences, d'appui à la gouvernance, de constitution de coopératives, de structures mutualisées. Mais au niveau national, nous avons un potentiel qui est infiniment supérieur. Mais ce qui est recherché ici aussi, c'est la qualité, cette dimension qualité qui est recherchée par
j'allais dire, les pouvoirs publics, puisque c'est à leur demande que ce programme a été conçu, construit et orienté. Des programmes qui cherchent aussi à pérenniser des projets créateurs d'emplois. Et oui, des projets créateurs d'emplois. En parlant d'emploi, il y a un métier qui n'est pas toujours aussi bien connu qu'on le croit. Il s'agit de la profession d'avocat. Et oui, gros plan tout de suite sur cette profession à travers un événement organisé la semaine écoulée par l'Union internationale des avocats. Et un membre de cette union est parmi nous ce matin. Bienvenue à Maître Yasmine Benhamani. Merci. Donc, vous êtes avocate et, donc, du bureau d'Alger et puis du barreau d'Alger, pardon, je disais bureau d'Alger, c'est le barreau. Et puis, vous êtes aussi membre actif dans différentes associations. Vous ne lésinez pas sur l'effort quand il s'agit justement de défendre les droits, de défendre justement cette profession auprès, par exemple, entre autres, vous êtes vice-président de l'Association nationale des femmes juristes et membre du bureau exécutif de l'Association internationale des juristes démocrates et puis bien sûr, on le disait il y a un instant, membre de l'UIA. L'UIA donc a eu le mérite cette semaine de regrouper ces éléments, c'est bien autour de fédérer ces éléments autour d'un événement, un bel événement vous me direz? Je dirais un bel événement. Pour être modeste, je dirais un bel événement. Premier du genre d'ailleurs. Tout à fait. Sur tous les plans, c'était un événement assez particulier. Tout d'abord, merci pour l'invitation et puis de l'accueil. Je dirais que cet événement a été tout particulier parce que pour une première, l'UIA, en collaboration avec le barreau d'Alger, a organisé un séminaire sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République qui donne un intérêt tout particulier au métier d'avocat et puis qui œuvre avec nous pour une meilleure application des droits et puis pour la promotion de l'économie nationale. D'où le thème l'avocat vecteur de développement économique et d'investissement. Je le disais tout à l'heure, on ne connaît pas toutes les facettes et toutes les incidences de l'exercice de ce métier, de cette profession. Là, on parle essentiellement de son incidence sur l'économie nationale. Donc, ça a été la thématique principale des débats qui ont eu lieu pendant 3 jours lors du séminaire qui a été organisé récemment. Tout à fait. Donc, l'Algérie, porte de l'Afrique, suscite beaucoup d'intérêt des investisseurs venus d'ailleurs. Donc, c'est un pôle important, économiquement parlant. Donc, à ce séminaire, les thèmes principalement étudiés étaient le climat des affaires en Algérie, l'investissement et puis le cadre juridique de l'investissement en soi, les avantages octroyés et les intérêts octroyés aux personnes étrangères voulant justement investir en Algérie. Donc il fallait parler du rôle que l'avocat pourrait jouer lors de cet investissement en Algérie dès le départ et puis un accompagnement. D'autant plus qu'il y a un droit partagé avec nécessairement les investisseurs ont cette obligation de combiner leur projet avec une oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Là, vous parlez de l'actionnariat 4951. Oui, la loi 4951 qui exige que les étrangers qui veulent investir en Algérie soient actionnaires avec un opérateur algérien, ce qui est normal. Donc, tout ça, c'est pour... Mais, bien sûr, l'exercice de la loi et aussi son application diffèrent d'un pays à l'autre, d'où le recours au juriste qui, lui, est à même à placer, justement, les éléments qu'il faut combiner entre ce qui existe ici et ce qui existe ailleurs. Tout à fait. Vous savez que les rouages administratifs sont assez compliqués, la lourdeur de l'administration, donc... la présence d'un avocat dès le départ de ce projet est obligatoire, nécessaire, voire obligatoire. Donc l'idée même était de rassembler avocats, magistrats, opérateurs économiques autour d'un thème commun qui pourrait justement susciter l'intérêt de plus d'un. Donc c'était surtout les jeunes avocats qui étaient mis en avant.
parce que beaucoup de jeunes se spécialisent depuis peu, je dirais, et heureusement. Donc ils étaient là pour justement accompagner ces opérateurs et leur démontrer qu'ils auraient besoin d'eux lors de cette... Oui, vous faites partie du comité national de l'Union internationale des avocats et qui répond aux mêmes missions. Cette institution a été créée donc après la Première Guerre mondiale. Oui, donc... tout à fait. Donc l'Union internationale des avocats est une association internationale d'avocats qui a pour slogan justement rassembler les avocats du monde entier. Donc ses objectifs, son objectif premier était de rassembler les avocats pour créer un réseau international d'avocats puissant, je dirais. Par la suite, donc c'était la formation continue. C'était le premier objectif, la formation continue, de par les séminaires, les colloques, les congrès organisés tout au long de l'année dans des pays différents. Aussi la défense des avocats opprimés ou interdits d'exercer leurs fonctions, donc, parce que l'UIA, ayant un poste à l'ONU, a un rôle important à jouer, c'est-à-dire l'UIA peut être saisie par des avocats qui ont été touchés justement dans ce cadre-là, et puis elle peut détacher des membres pour être observateurs lors de leur procès. C'est l'un des garants de l'état de droit en général. Exactement, exactement, je dirais ça. Des droits universels. Exactement, il y a des recommandations qui sont lues une fois par an lors des congrès, parce que les congrès sont annuels, et puis les séminaires, il y en a tout au long de l'année. Là, c'était le premier, 2019, l'Algérie a été le premier séminaire sur Alger. J'ai ramené avec moi une revue dans laquelle un tableau énonce tous les séminaires de l'année, justement. Et ce mois-ci, par exemple, nous étions les premiers. Donc là, il y a à Bilbao sur l'arbitrage, un séminaire. Il y a à Monaco un autre sur l'importance de la Cour économique. Voilà, je dis, c'est assez riche et c'est tout au long de l'année et c'est dans des pays différents. Et les recommandations récoltées après chaque séminaire sont lues et énoncées lors du congrès annuel en octobre-novembre. Très bien, donc vous aviez eu la primeur cette année, donc en tant que comité national de l'Union internationale des avocats. C'est aussi une institution à caractère non gouvernemental et qui, elle, a cet aspect multiculturel aussi. Tout à fait. L'événement aussi avait l'aspect scientifique et un aspect culturel. D'où le programme scientifique culturel. Avant de parler de ça, tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr l'équipe scientifique qui a à sa tête Maître Abdelaziz Amokran, justement qui s'occupe de la revue des avocats. Il y a Maître Ney aussi, une équipe scientifique formidable qui a pu réunir des éléments très importants. Dans cette revue exceptionnelle, ils ont édité les contes et légendes. El Jazair, ça c'est un discours prononcé par M. Robert Achouch, en 62, vous imaginez? Là, ils ont fait un recueil. Il était encore au barreau d'Alger. Oui, à l'époque. Donc ça, c'est un recueil de tout ce qui est patrimoine, sites algériens. Exactement. Donc c'était une revue exceptionnelle pour ce mois-ci parce que nous l'avons mise entre les mains des étrangers qui ont pu prendre connaissance de l'Algérie, de son patrimoine, ses richesses. Donc il y avait un programme culturel assez riche, certes. Ça a commencé par l'ouverture à l'opéra, une initiative prise par Monsieur le Président du comité actuel, Maître Driouche Faisal, que nous remercions pour l'initiative, car l'opéra, l'investiture avec un lieu aussi majestueux, donc il y avait... comment ça s'appelle, Aïtamara. Lamia Aïtamara, à l'ouverture, avec le ballet national. Une superbe voix qui a bercé tout le monde. Ça a coïncidé avec Yann Ayer, donc vous imaginez, le ballet national aussi, une richesse culturelle qui a ébahi plus d'un, et puis les étrangers surtout. En tout cas, tout un programme culturel, tout à fait. De chant lyrique, de la poésie, etc. C'était très varié sur les 3 jours. Très varié. Oui, je tiens à citer Saïf Islam Sherbal, un avocat venu de Sétif qui a lu des poèmes qu'il écrit lui-même, des œuvres artistiques de lui-même aussi, un chant lyrique d'un étranger, Marcos Marin, un Brésilien venu tout spécialement pour faire une sculpture et de très jolis tableaux. Écoutez, c'était très riche, très varié. La chanteuse Mounia Chatal qui nous a fait danser jusqu'au matin, le jour du gala. Donc, quoi dire? Et puis, il y a le côté scientifique, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, l'objectif étant justement de mettre en relief le rôle joué par l'avocat. Et merci Maître Yasmine, Yasmine Benhamani, de nous avoir permis de revenir sur cet événement ô combien précieux pour la profession. Oui, je tiens à parler de certains intervenants quand même, parce que c'était un programme scientifique très varié. Nous avons eu droit à des intervenants de pays différents, de grands professeurs d'Algérie tels que Nechar Bilel ou
ou Bentoumi ou Bouradoum, mais de grandes sommités de l'étranger, Jean-Jacques Tuiler, Delbecq, Benaïssi, de grands fiscalistes. Donc voilà, je tiens à remercier Monsieur le bâtonnier d'Alger qui a aidé à ce projet, qui a complètement soutenu les jeunes dans ce projet. Je dois parler des femmes aussi, Madame. Mais rapidement, parce rapidement, oui, excusez-moi, voilà, mais c'est important. Les femmes ont joué un rôle très important. Madame le bâtonnier de Bouira, la seule bâtonnier d'Alger, et puis toutes qui l'ont suivi, Maître Ben Barahem, et puis plein d'autres. Donc Laoubi, voilà, merci de nous avoir invités, nous avoir permis de parler de ce séminaire. Tout le plaisir était pour nous, et on se fera un plaisir également de mettre en relief ce métier, cette profession. Merci beaucoup. À d'autres occasions, Inch'Allah. Merci Maître de nous avoir accompagnés ce matin. Et c'est la dernière ligne droite de notre émission. Nos deux derniers invités viennent annoncer également des événements importants les concernant. Donc à tout de suite, restez avec nous. Après ce reportage, et puis voilà, restez quand même branchés. À tout de suite. Il s'agit du plus grand projet aquacole au niveau national, situé dans la région de Sidi El Khdarra à Mostaganem. Ces cages flottantes d'élevage de dorades et de loups de mer devront assurer une production annuelle de plus de 1500 tonnes. Cela fait un mois que ce projet est entré en exploitation. Nous avons 20 employés. Nous avons commencé avec 8 cages et 2 660 000 alevins. En 2018, 23 projets d'investissement aquacoles ont été lancés dont le coût avoisine les 330 milliards de centimes. Il faut savoir que l'État encourage ce genre d'investissement et octroie des aides bancaires sans intérêt. D'autres investisseurs se sont intéressés à l'élevage des moules à la Stydia, un projet qui a déjà donné ses fruits. La production des moules, elle a presque une année. Donc, alhamdoulilah, on a commencé la commercialisation. Ça va, on compte Inch'Allah atteindre les 150 tonnes. Le début du projet c'était en 2017. Et maintenant, on est arrivé au stade de la réalisation et de la commercialisation. La wilaya de Mostaganem table sur une production halieutique de 20 000 tonnes annuellement d'ici 2021. Je vous le disais, nous allons tout de suite annoncer deux événements. Donc, en l'occurrence, un salon de la production nationale. Nous venons de voir ce producteur de Mostaganem, donc dans le domaine de l'aquaculture. D'autres domaines seront mis en relief, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à notre invité Salim Bendaas. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et puis bienvenue également à Rachid Hassas, donc organisateur d'un autre événement, les 10e Journées internationales de marketing touristique. Avec votre permission, M. Hassas, on va commencer avec la production nationale rapidement. Donc, quels sont les objectifs de cet événement? Où se déroulera-t-il? Dites-nous tout. Oui. Bon, c'est un événement national au niveau Adrar. C'est la première édition depuis 2006. C'est un événement sous le patronage de M. le ministre de Commerce et le Wali d'Adrar. C'est avec aussi la coordination avec la Chambre de l'artisanat et des industries de Adrar. C'est un événement national, comme j'ai dit, c'est la première édition. Comme l'Algérie a ouvert les frontières avec la Mauritanie, voilà exactement. C'est vrai qu'il y a eu des échanges, on l'a vu il y a quelques mois, donc toute une caravane s'est déplacée en Mauritanie, donc il y a une route tracée, donc vous allez un petit peu sur ce sillage. Voilà, exactement. Bon, il y aura des produits un peu partout, de l'aluminium, du textile, de l'artisanat, de tout. Très bien. Voilà. Très bien. Combien de participants vous attendez donc pour cette on a édition? 50 participants. On a des partenaires comme l'ANSEJ, l'ANDI et la formation professionnelle. Et en parallèle, on a même l'appui, le soutien et le sponsor de l'AGB, la banque AGB, la banque Assalam et Ballat. C'est important, donc les finances pour le développement de la production nationale. On souhaite bon vent à l'événement et on donne la parole à M. Hassas pour nous parler un petit peu. C'est vrai que ces événements ont aussi une assise touristique parce que ça permet aussi de découvrir des endroits, des paysages, des villes. Et là, vous allez nous parler des 10e Journées internationales du marketing touristique qui se tiennent annuellement cette année. Donc elles auront une thématique assez particulière. Assez particulière, dont nous sommes tous concernés.
Oui. C'est enjeux et défis de la destination Algérie dans la compétition mondiale. C'est un thème d'actualité qui touche non seulement l'Algérie, mais pratiquement toutes les nations du monde travaillent dans le cadre de cette thématique, parce que c'est important, parce que le tourisme est une colonne vertébrale de l'économie d'un pays. Absolument. Donc le tourisme, on ne peut pas y passer sans en parler et ne pas se sentir concerné par son développement. La destination Algérie est importante, très très important. Ce séminaire qui va accueillir près de 15 conférenciers nationaux et européens, placés sous le parrainage de Monsieur le ministre et de toutes les institutions, je dirais, du pays qui s'intéressent. Et pour la première fois, exceptionnellement, c'est quelque chose de magnifique, c'est tout le monde qui est dans le coup, c'est tout le monde qui s'accroche à cette thématique. On est vraiment heureux et j'espère que agences de voyage, institutions, organismes, tous ceux qui se sont concernés de près ou de loin par la thématique ou par la destination Algérie, par son pays, ne peut être que présent dans la salle. Je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai un programme super chargé. Oui, c'est important de toute façon de placer la destination algérienne dans l'échiquier mondial, l'échiquier touristique, parce que vraiment c'est quand même une destination qui présente des atours ô combien intéressants, parce que ce que vous dites est vrai. Toutes les déclinaisons du tourisme peuvent exister dans ce pays. On a un pays qui n'a rien envié à toutes les autres nations, je dirais, sans exagérer, j'allais dire de la planète, c'est un peu exagéré, certes, mais en tout cas nous avons un pays aujourd'hui qui se positionne parmi les plus beaux pays, avec toutes ses potentialités. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on piétine encore, mais le ministère, sans démagogie aucune, du ministère du Tourisme, aujourd'hui affiche une disponibilité extraordinaire. C'est ce qui nous encourage d'ailleurs à organiser ces journées. En tout cas, en parlant d'afficher, le programme vient de s'afficher à l'instant. Donc les dates, les lieux, c'est le 16 et le 17. C'est demain, mercredi et jeudi. Et jeudi également, donc voilà. C'est au niveau de l'hôtel Horaci. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Allez-y rapidement. Non, je ne peux pas aller que... pas du tout. Finalement, parce qu'on a un programme, c'est demain. Oui. C'est comme un mariage, vous savez, il faut courir à droite et à gauche, il faut préparer, il ne faut pas que ce soit une chaîne. Donc, vous êtes un petit peu le chef d'orchestre de tout ceci. Absolument. On vous laisse un petit peu. Et si vous m'invitez, je reviendrai avec plaisir. Avec plaisir. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Donc, Monsieur Hassas, restez avec nous, juste le temps de conclure avec notre invité qui va nous parler de Adrar, les lieux et également on va donner la date exactement du salon. C'est pour la date, c'est pour le 17 au 21 janvier. 17 au 21, donc c'est après-demain. Après-demain, oui, c'est dans la grande esplanade de Adrar. C'est Sahat Ghurfat As-Sina'a At-Taqlidiyya wal-Hiraf bi Adrar. Très bien, donc c'est le lieu un petit peu qui regroupe tous les opérateurs économiques. Et l'artisanat a une place de choix dans la ville d'Adrar. L'industrie également donc, se développe dans le sud algérien. On va voir les multiples facettes de la production dans ce sens, c'est bien cela. Et j'espère qu'ils seront nombreux à venir visiter les stands de ce salon de la production nationale qui sera organisé du 17 au 21 janvier prochain à Adrar. Merci messieurs. Avec la participation aussi des compagnies aériennes, il faut le souligner. Oui, c'est avec ce transport qu'on peut quand même toucher toutes les régions du pays. Voilà. Autant pour le tourisme, hein. Je parle du tourisme. C'est un des acteurs majeurs. On a des compagnies. Nous, vous me direz, il ne faut pas citer, mais nous, on a un partenaire extraordinaire qui se manifeste dans le cadre de ces journées. Et on salue tout le monde, quoi. Voilà. Absolument. Bon vent, messieurs. Merci à Salim Bendaas pour le salon de la production nationale à Adrar et puis Rachid Hassas pour ce qui est des 10e journées internationales de marketing touristique. Voilà, on termine sur une petite bavure. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous retrouvera dès demain, 8h, 9h30, pour le meilleur de l'actualité en matinée avec Amel Almi cette fois-ci. À très bientôt. Au revoir et à la semaine prochaine.